Bienvenue dans votre nouvel épisode d'Isla News. Vous connaissez le concept comme d'habitude, je vous sélectionne les nouvelles criminelles ou politiques les plus insolites en rapport avec l'islam que j'ai trouvées dans la presse partout dans le monde et je vous dis ce que j'en pense et en général j'en pense pas trop du bien. Alors on va commencer par affiner le portrait d'Ndiaga Diaye, le musulman radicalisé qui a poignardé une policière à La Chapelle-sur-Erdre près de Nantes le vendredi 28 mai dernier. Parce qu'on a encore eu droit au coup du déséquilibré schizophrène, mais on sait que ce criminel violent, je cite, avait de nombreux antécédents judiciaires, 72 mentions au total pour des faits allant de l'usage de stupéfiants et du vol avec arme à des violences volontaires. Et on sait aussi que sa radicalisation avait été signalée il y a 5 ans en 2016 lors de sa détention en raison de sa pratique rigoriste de l'islam, mais bon en France on est des bonnes poires puisque le 22 mars, après avoir purgé sa dernière peine, cet homme de 39 ans avait retrouvé un emploi et un logement grâce à une association d'insertion de cette commune paisible de la banlieue nantaise. Sympa cette association dans notre pays où beaucoup de gens ont des difficultés à se loger, et pour récompenser le casier judiciaire long comme le bras de ce type, on lui trouve un logement, dans une ville paisible en plus, et on lui trouve aussi un travail pour le réinsérer. Mais en fait, qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans multirécidiviste avec 72 antécédents judiciaires, 19 condamnations et musulman radicalisé? Cette association naïve a exposé les habitants d'une ville paisible à un risque avéré en tentant de réinsérer à tort ce serial criminel violent et islamiste radicalisé là-bas. Il faisait entrer clandestinement en prison des livres de propagande islamique et il écrivait lui-même au sujet de l'islam radical des pages manuscrites. Il aurait également hurlé des insultes à l'égard des mécréants et des koufars et s'en est pris, d'après nos informations, à des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire ainsi qu'à ses codétenus, cela à plusieurs reprises. Donc vous pouvez faire tous les efforts du monde que vous voulez pour trouver un logement, un emploi, une ville paisible et laisser une 20e chance de réinsertion pour ce genre de criminel islamiste, mais quand l'association lui a remis les clés de son appartement, intérieurement, lui il a juste vu des mécréants naïfs qui marquent un énième but contre leur camp. Faut vraiment qu'en France on arrête d'aider nos ennemis. Un islamiste violent multirécidiviste, il mérite la prison à vie, point, et aucune sortie possible. Il aurait jamais dû avoir la possibilité de se mêler à nouveau à la foule innocente du peuple avec un tel casier judiciaire. On quitte la France pour la Scandinavie où la top modèle norvégienne d'origine somalienne, Rawda Mohammed, une top modèle voilée militante du port du voile islamique, a été promue rédactrice en chef de la version scandinave du magazine Vogue. Alors personnellement ça n'impactera pas mon existence, mais je constate juste que Vogue est un nom prestigieux dans la mode et y mettent comme chef de rédaction pour les pays nordiques d'Europe une femme qui porte un voile ayant pour fonction de cacher sa chevelure du regard des hommes dans l'espace public. Quand on sait que la coiffure est un élément primordial dans la mode actuelle, choisir pour fixer la ligne éditoriale de ce magazine de mode une personne qui cache sa coiffure du regard des autres, même pas par esthétisme, mais par dogme religieux, je pense qu'il y avait plus judicieux comme choix de profil capable de comprendre la psychologie des mannequins qui, à 99,9%, montrent leur coiffure, et je ne crois pas que sa crainte religieuse de montrer ses cheveux en extérieur la rende habilitée à comprendre l'état d'esprit du besoin ou du plaisir de montrer ou d'arborer sa coiffure. Bon, sinon en Finlande, il y a eu une fois de plus, parce qu'on change pas une équipe qui gagne, un débat sur le voile. En effet, une Finlandaise d'origine somalienne reproche à l'armée finlandaise de refuser le port du hijab avec l'uniforme militaire, tandis que l'armée finlandaise a dû lui confirmer que le hijab est banni afin qu'il y ait une uniformisation d'apparence chez les soldats, c'est-à-dire que les soldats portent tous les mêmes vêtements, et pas certaines avec un vêtement de plus que les autres ou un vêtement différent des autres, et aussi tout simplement déjà que seuls les couvre-chefs militaires sont autorisés. C'est quand même incroyable, peu importe le pays occidental, on trouvera toujours dans la presse des musulmans militants qui, au lieu d'être discrets, doivent être les premiers à se plaindre que l'islam a une image politique déplorable, ça oui vous pouvez en être sûr, mais qui dans le même temps ne savent faire que revendiquer leurs différences visibles minoritaires à afficher
et qui demandent que les règles pour la majorité s'adaptent à leur code religieux minoritaire. On croirait que sans son hijab, je sais pas, elle va manquer d'oxygène et s'étouffer. Mais sérieusement, si un pays occidental t'accueille, fais profil bas, accepte-en les lois. Tu participes à donner une mauvaise image, non seulement de ta religion, mais de l'immigration en général. Franchement, on peut se plaindre, à la limite pour des choses qui relèvent de sa survie directe. Elle peut éventuellement, à la limite, revendiquer quelque chose pour sa santé, pour ses conditions de vie éventuellement, mais pas pour ton bout de tissu qui n'est pas une condition sine qua non à ta survie physiologique. Bon, on passe maintenant à la petite nouvelle macabre habituelle qui se passe en Iran. Un couple d'Iraniens a été arrêté pour avoir drogué, assassiné et démembré leur fils, cinéaste et professeur en cinéma, Babak Khorramdin, 47 ans, et ce couple a également avoué avoir tué leur fille et leur gendre de la même manière des années plus tôt. Les parents tueurs, âgés de 74 et 81 ans, ont déclaré à la police qu'ils avaient utilisé des somnifères pour assommer leur fils avant de l'étouffer, de le poignarder et de découper son corps, au motif que leur fils notamment était célibataire et avait des relations avec des étudiantes, selon Hussein Rahimi, un chef de la police de Téhéran. Et pour finir, le père ne regrette pas ce qu'il a fait avec la coopération de sa femme, en estimant que son fils, sa fille et son gendre, tous trois assassinés, étaient corrompus, et il remercie Dieu. Si je vous parle de cette histoire, c'est parce que je voulais souligner ici à travers cette tragédie un fléau trop courant de pays islamiques, c'est le crime d'honneur consistant à tuer ses enfants, ou sœurs, ou frères, au motif que leur mode de vie personnel déshonorerait religieusement la famille. Allez, on part maintenant du côté de l'Arabie Saoudite, où le ministre saoudien des Affaires islamiques a ordonné aux mosquées de régler leurs haut-parleurs à 1/3 de leur volume maximum et de limiter leur usage à l'appel de la prière et non à la diffusion de sermons entiers. Le ministre, Abdoulatif Al-Sheikh, a justifié cette décision en invoquant la santé et le bien-être des enfants et des personnes âgées dérangées par le bruit. Ceux qui veulent prier n'ont pas besoin d'attendre l'appel à la prière de l'imam, a assuré le ministre dans une vidéo diffusée par la télévision d'État. Il devrait déjà être avant à la mosquée. Des chaînes de télévision diffusent déjà des prières et sermons sur le Coran, a-t-il encore expliqué, suggérant que les mosquées n'avaient pas besoin d'en rajouter. Et cette nouvelle n'a l'air de rien comme ça, mais moi qui lis souvent ce qui se passe dans les pays islamiques depuis de nombreuses années, je peux vous dire que petit à petit, de nombreux pays musulmans influents du Moyen-Orient affaiblissent de plus en plus le pouvoir de nuisance ou les châtiments de leurs règles et traditions religieuses. D'ailleurs, comme le précise l'article de RFI à ce sujet, cette mesure s'inscrit dans la politique de libéralisation voulue par le prince héritier Mohammed Ben Salman. Celui qui dirige de facto le royaume a ordonné la levée de plusieurs interdits ou restrictions, comme l'interdiction de conduire pour les femmes, tout en autorisant des concerts rassemblant hommes et femmes, ce qui était strictement interdit auparavant. Le royaume a également limité les pouvoirs de sa police religieuse, autrefois redoutée lorsqu'elle n'hésitait pas à chasser les gens des centres commerciaux au moment de la prière. Et enfin, pour terminer, on part en Australie, où un musulman âgé de 36 ans a assassiné sa femme de 27 ans devant leurs 3 enfants en bas âge, en lui arrachant un œil, en lui coupant 2 doigts et en attaquant ses parties génitales. Il a obligé les 3 enfants à regarder toute la séance de torture. La mère est d'ailleurs morte aussi avec de multiples blessures au visage constatées. Et là, vous allez me dire que même si ce musulman a commis ce crime en étant croyant, on devrait pouvoir dissocier sa foi islamique de son acte criminel et ne pas nécessairement mettre de lien de cause à effet entre sa foi religieuse et sa violence. Ben, c'est pas aussi simple, car le problème c'est que déjà, après avoir arraché l'œil de sa femme, il a déclaré à ses enfants « Regardez, votre mère ressemble au Dajjal », qui est un mythe islamique de l'Antéchrist qui ne voit que d'un seul œil. On peut donc supposer que cette référence islamique a participé à inspirer cet acte violent. Et ensuite, ce musulman était un sympathisant de l'État islamique et il voulait se rendre en Syrie pour les rejoindre. Donc si vous voulez, je veux bien qu'on dissocie la foi religieuse des troubles psychiatriques, comme si l'un ne pouvait jamais inspirer l'autre, mais à un moment donné, la foi islamique radicale, avec toute la violence qu'il y a dans les textes sacrés islamiques, envers notamment les femmes ou les mécréants, bah ça fait pas un bon cocktail avec les troubles psychiatriques, et ça me semble pas idiot de considérer qu'un athée atteint de troubles psychiatriques sera moins enclin à appliquer la violence du Coran qu'un islamiste adepte du Coran qui pourrait
une fois devenu fou, s'inspirer de la violence du Coran, qu'il estime être un modèle de vertu. En outre, j'ai pu retrouver ces dernières années des articles selon lesquels la moitié des Tunisiens souffrent de problèmes mentaux, selon l'OMS, rien que ça, et également qu'un Marocain sur deux souffre de troubles psychiques, selon le ministère de la Santé marocaine. C'est donc des sources importantes. Donc sans faire de corrélation, je constate en tout cas que dans ces pays à culture musulmane, la propension à trouver des problèmes mentaux est très élevée. Et il se trouve d'ailleurs que la France accueille beaucoup de Marocains et de Tunisiens. Bref, je dis juste que j'aurais moins peur pour ma peau d'un mec qui sombrerait dans la folie et dont les passions sont le vin ou les promenades en forêt, plutôt que d'un mec qui sombrerait dans la folie et dont la première des motivations culturelles de référence, c'est les lois violentes du Coran. Bon, et bien c'est sur ces quelques nouvelles peu réjouissantes sur le vivre ensemble que cet épisode d'Isla News se termine. J'essaie toujours à chaque nouvel épisode de cette rubrique d'informations de vous trouver des informations variées, originales, afin de vous surprendre, hélas trop souvent, sur ce que l'islam peut parfois inspirer de pire à travers le monde comme comportement, et la mauvaise image qui va avec n'est pas due au hasard, et il y a un gros travail à faire, croyez-moi, pour faire le ménage de ce problème universel, autant dans le monde musulman que dans notre monde occidental, hélas en cours d'islamisation. J'adresse un grand merci comme d'habitude à chaque donateur qui sur Tipeee ou Paypal m'a déjà fait un don afin de m'aider et me soutenir dans mon travail. Les liens sont dans la description si jamais vous voulez m'aider. Et j'en profite pour remercier les quelques personnes qui se reconnaîtront et qui m'apportent du soutien parfois pour ma sécurité personnelle malgré les menaces. Et j'adresse enfin un grand merci aux désormais 90 000 abonnés à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est juste un petit clic de rien du tout et ça vous permettra d'être dorénavant alerté de la sortie de toutes mes prochaines vidéos. Allez, on se dit à la prochaine, portez-vous bien les amis, ciao.